Y a-t-il des opportunités parmi les entreprises du CAC 40? C'est ce que nous allons regarder ensemble dans cette vidéo. Si vous aimez mon contenu, vous pouvez le partager sur vos réseaux, mettre un pouce vers le haut à cette vidéo et vous pouvez également devenir membre de la chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Vous aurez alors accès en avant-première à toutes les vidéos. On continue la revue du CAC 40. Donc la dernière fois, on avait fait le top 10. Je me suis rendu compte que j'ai oublié Airbus, donc on va prendre Airbus. On va prendre AXA, Engie, Vinci, Crédit Agricole, Société Générale, Thales, Orange, Danone, Legrand et ArcelorMittal. Comme d'habitude, je vous ai préparé la watchlist sur Investing Pro. Vous avez 15% de réduction en plus des promos habituels via le lien en haut à droite de l'écran. On va passer en revue les colonnes et revoir les entreprises. Le nom de l'entreprise ici, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en euros, croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, les multiples de valorisation par rapport au flux généré par l'entreprise, valeur d'entreprise sur EBITDA, ratio coût-bénéfice et ratio coût-free cash flow, multiples de valorisation par rapport aux actifs tangibles. Il y a des décotes sur les bancaires et même sur Arcelor, donc on va regarder ça. On va regarder le PEG ratio en fonction des dossiers de croissance ou non, la plupart. Enfin, je pense pas qu'il y ait de dossiers de croissance, donc on va peut-être mettre ça de côté. Le rendement des capitaux investis, qui est une rentabilité opérationnelle. Le rendement des fonds propres, qui est une rentabilité financière. Le levier en termes de dette nette sur EBITDA, le ratio dette nette sur fonds propres, aussi appelé gearing. Le rendement du dividende et la sécurité de ce dividende via le payout ratio au-delà de 100% des free cash flow versés en dividende. Les dividendes me semblent un peu menacés à long terme. Premier dossier, du coup, en termes de market cap, c'est Airbus. On est dans l'aérospatiale et la défense. On est dans un secteur d'activité qui est en plein boom. Airbus a un carnet de commandes qui est hyper rempli. Leur problématique, c'est pas est-ce qu'ils ont des commandes, c'est est-ce qu'ils arriveront à les livrer parce que ils ont des problèmes de capacité de production. Ils sont obligés du coup d'investir massivement pour, on voit ça sur les free cash flow d'ailleurs, pour augmenter les capacités de production puisque on a beaucoup de commandes dans le civil et aussi des commandes dans le militaire. Donc bon, ça fait du chiffre d'affaires. Ça c'est bien, en tout cas on a une belle visibilité sur Airbus. 8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. C'est bien ça comme croissance. Hein. On est à 14 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 25 en PE, 32 en price to free cash flow. C'est un petit peu cher, mais c'est normal. Hein. Belle visibilité, belle rentabilité également, à 12% de rendement des capitaux investis. Pour une boîte qui est intensive en capital, c'est pas mal en fait. Hein. Le PEG ratio, il est finalement qu'à 1,07. Donc vous payez 1,07€, 1 euro de croissance des bénéfices supplémentaires. En général, la règle de Peter Lynch, c'est pour les valeurs de croissance, on veut un PEG ratio qui est inférieur à 2. Bon bah là c'est le cas. Donc sur Airbus, la croissance n'est pas très chèrement valorisée en réalité, donc il y a peut-être une opportunité d'investissement. On est sur du cash net au bilan, donc c'est pas du cash qui appartient aux actionnaires, ce sont des avances clients pour la réalisation des appareils. Donc ils en distribuent quand même un peu aux actionnaires avec un dividende, donc 1,9% de rendement du dividende, c'est pas mal, avec 59% des free cash flow versés en dividende. Donc ce dividende me semble sécurisé, il n'est pas hyper intéressant. Après la boîte doit massivement réinvestir dans ses capacités de production pour pouvoir livrer les commandes. Donc la priorité, ça va être ça, hein, ça va être les capex. Moi je pense qu'il y a une opportunité hein, sur Airbus. On est sur quand même une croissance qui n'est pas très chèrement valorisée. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, on va aller regarder AXA. On est dans le secteur des assurances. Donc le secteur des assurances, attention, c'est quand même un petit peu risqué. C'est compliqué à analyser aussi les assurances, hein, parce qu'on est à l'inverse. Le compte de résultat, enfin les rapports financiers se lisent à l'envers par rapport aux boîtes traditionnelles. Vous recevez l'argent avant, et donc ça c'est votre résultat net. Et par contre, si vous devez verser des primes d'assurance, eh bien ça vient en déduction. Donc en fait tout est inversé. Et on a un float, hein, naturellement, on a de l'argent qui nous est donné pour pouvoir investir. Donc ça, c'est pour ça que Warren Buffett a fait fortune hein, avec Berkshire Hathaway. Et dedans, il avait des assurances, notamment Geico, qui lui permettaient d'avoir un float, donc de l'argent gratuit, du levier facilement, qu'il a pu investir dans des actions. Bon, maintenant, c'est plus le cas. Les assurances, à mon avis, elles peuvent plus investir dans des actions. Ça consomme beaucoup trop de capital. Donc, on a quand même un float qu'on peut investir dans, on va dire, des obligations qui rapportent un peu d'argent quand même. 84 milliards d'euros de market cap, on est en décroissance en rythme annualisé sur 5 ans, mais il y a eu des variations de périmètre. Pour une financière, on va plutôt regarder le PER, donc on est à 12 en PER, c'est un petit peu cher. On n'a pas de décote sur actifs tangibles, donc sur AXA, elle est bien valorisée, on va dire. Hein. On est à 18% de rendement des fonds propres, ce qu'il faut regarder pour une assurance. Pourquoi est-ce qu'on regarde ça? On a un float, hein, je le rappelle, donc dans le rendement des fonds propres, on prend en compte le levier, mais ce n'est pas uniquement le levier financier en termes avec de la dette, c'est aussi le levier qui est obtenu via des avances clients, via un BFR négatif, etc. Donc ce levier ici, il permet d'avoir une belle rentabilité financière pour AXA. On est sur 5,7% de rendement du dividende,
on va regarder normalement le payout ratio plutôt en termes de résultat net. Classiquement, c'est 80% du résultat net qui est versé en dividende pour une assurance, et c'est simple parce que on n'a pas besoin de réinvestir outre mesure. Finalement, les assurances, vous avez besoin peut-être d'un système IT, d'accord, mais après, vous l'hébergez pas vous-même, ça c'est dans le cloud, et puis vous avez besoin surtout d'intelligence humaine, donc il n'y a pas forcément beaucoup d'actifs immobilisés, donc on n'est pas sur un besoin massif de réinvestissement. Donc AXA, bon, c'est un petit peu cher, voilà. Moi je trouve que c'est un petit peu cher. Après, si vous voulez faire du dividende, c'est intéressant, et il faut regarder après quels sont les risques spécifiques de cette assurance, et bon courage, parce que si vous n'êtes pas actuaire pour évaluer les risques, c'est compliqué. Donc, on peut garder ça quand même pour du dividende. Vinci, on est dans l'ingénierie, le BTP, l'infrastructure, les concessions, etc. On est sur 70 milliards d'euros de market cap, 11% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc il y a quand même beaucoup d'acquisitions pour Vinci, ce qui leur permet de croître. On est à 7,5, on a 8, on va dire. En valeur d'entreprise sur EBITDA, 14 en PE, 8 en price free cash flow. C'est pas hyper cher. Du Vinci. Maintenant, ça ne demandera pas des multiples, ils auront jamais des multiples hyper élevés vu la cyclicité de l'activité. Mais bon, à 7,5, je pense que c'est pas hyper cher. On a 8% de rendement des capitaux investis, c'est honnête comme rentabilité pour une boîte qui est intensive en capital. Comme il y a un petit peu de levier, le rendement des fonds propres est pas mal, on est à 15, c'est bien. 1,7 fois l'EBITDA en dette nette, 72% des fonds propres, la dette est maîtrisée. 3,9% de rendement de dividende, bon, c'est un peu faible pour du Vinci, il y a des moments où on pouvait l'avoir à 5%. 3,9, c'est un petit peu faible. On est à 30% des free cash flow. Bon, c'est sécurisé. Est-ce qu'on peut faire du Vinci Moi, je pense qu'il faudra attendre une petite décote supplémentaire. On va passer en dessous de 7 en valeur d'entreprise sur EBITDA, ça serait intéressant. Engie, on est dans une utility distribution, enfin c'est production d'électricité surtout. Il y a l'État au capital, donc attention, il pompe son gros dividende dans l'État. Ça a été coupé d'ailleurs, donc intéressant. Alors, on est sur 69 milliards d'euros de market cap, 10% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Donc là, c'est plutôt de la croissance externe. Là aussi, sur les 5 dernières années, une explosion du prix de l'électricité. Donc ça a forcément tiré le chiffre d'affaires. Donc il faut plutôt garder la production et la croissance en volume plutôt qu'en prix, plutôt qu'en chiffre d'affaires total pour Engie. On est à 7 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 17 en PE, free cash flow négatif. C'est récurrent sur Engie, c'est pénible. Et en fait, ils n'ont jamais de free cash flow. Ils font trop de capex. Trop, je sais pas, mais ils font des capex et après ça mange toujours leur free cash flow et ils versent leurs dividendes à crédit après. Donc non, pas terrible. On est sur une rentabilité qui est un peu faiblarde à 7% de rendement des capitaux investis. Bon, pour une utility, ça va parce que le coût moyen pondéré du capital, en général, il est à 6,5, 6. C'est pas très, mais ça crée pas énormément de valeur, hein, voilà. On est à 3 fois l'EBITDA en dette nette. Bon, c'est un niveau qui est soutenable pour une utility, c'est un petit peu élevé, mais ce qui est dommage, c'est qu'il verse du dividende à crédit. Donc non, c'est pas bon ça. Au bout d'un moment, ça va trop faire monter la dette, c'est pas soutenable. Donc, moi, je trouve qu'il y a un problème d'allocation du capital sur Engie. Il vaut mieux être à l'écart. Crédit Agricole, on est sur la deuxième banque française, 52 milliards d'euros de market cap, 8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ça se paye à 8 fois les bénéfices. Bon, c'est pas très cher, c'est bien. On a la décote qu'il faut sur le PER et on a aussi la décote sur actifs tangibles que j'aime bien avoir en fait. Pourquoi est-ce que c'est pas mal d'avoir une décote sur actifs tangibles pour une bancaire? Eh bien, si vous savez lire le bilan d'une banque, très bien. Moi, c'est pas mon cas parce que c'est trop compliqué. Il y a des produits dérivés, etc. dans tous les sens. Mais par contre, vous pouvez prendre la valeur du bilan qu'on vous donne et s'il y a une décote dessus, bon, ça vous donne quand même une petite marge de sécurité. Est-ce qu'elle est suffisante? Bon, mais ça reste à voir. Mais donc là, on a les deux décotes qui sont intéressantes. On a un rendement des fonds propres qui est faiblard, 9,5%. C'est pas terrible. Hein. Les banques, elles ont un énorme levier. On est à normalement 10 fois en levier. Vous faites que du 9,5, c'est pas top. Hein. Pour une banque, c'est 10% minimum et il faut être à 15 pour être qualitatif, je trouve. C'est mieux. Les Américaines sont à ce niveau-là. Donc là, non, hein, c'est un peu faiblard. On a 6,6% de rendement du dividende. Bon, ça, c'est intéressant. En termes de payout ratio, il faut pas regarder par rapport au free cash flow, il faut regarder par rapport au résultat net. Mais classiquement, comme pour les assurances, ils versent 80% de leur résultat net en dividende et c'est sécurisé. Il n'y a pas de problème. Le dividende n'est pas menacé pour Crédit Agricole, mais toutefois, le rendement des fonds propres est un peu faiblard. À noter, je vous renvoie vers une vidéo qui a été faite sur la chaîne Finance Academy avec Pascal Thierry, qui mène une petite fronde, tentative, on va dire, activiste, pour faire acheter les caisses régionales du Crédit Agricole par la maison mère. Vous savez, il y a une vieillerie qui s'appelle les certificats d'investissement pour les
caisses régionales du Crédit Agricole, et ces caisses régionales elles sont complètement décotées, elles ont en fait une décote sur actifs tangibles de 80%, 75%, et donc il essaye de mener une fronde pour réduire ça, avec possiblement un plan de rachat d'actions, une sortie de la cote de ces caisses, un rachat par la maison mère. Donc quelque chose d'intéressant à suivre, il faut peut-être creuser les caisses régionales aussi, si vous êtes intéressé. Voilà. Je ferme la parenthèse. Société Générale, on est sur la troisième banque française, donc elle revient un peu de l'enfer, hein, cette banque, on est à 50 milliards d'euros de market cap, elle s'est bien redressée avec le nouveau DG, donc on est à 6,5% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, le PER est proche de 10, il y a de moins en moins de décotes, alors qu'elle n'est pas hyper qualitative hein, comme banque, on a 20% de décote sur actifs tangibles, bon ça c'est bien, donc on a les deux décotes, ce qui manque c'est le dividende, pour une banque il faut quand même 5% de rendement du dividende, parce qu'il n'y a pas de croissance, c'est un secteur qui est régulé, risqué, c'est quand même mieux. Donc là, bon, c'est un peu dommage. Et on est sur un rendement des fonds propres qui est à 9%. C'est un peu faiblard, mais c'est en amélioration. Hein. C'était pire que ça avant. Donc voilà. Le gros du chemin de la recovery a été fait sur Société Générale. Moi, j'ai toujours douté hein, de ce titre, même quand la décote était à 50%, parce que pas assez qualitatif. Et puis les banques, je trouve ça risqué. Après, il y avait un pari à faire. Ceux qui l'ont fait, bien, ils en ont bien profité. Je trouve toujours pas que c'est intéressant. Hein. Moi, la qualité est pas top. J'aimerais bien avoir minimum 10% de rendement des fonds propres et avec ces décotes-là. Bien sûr, ça c'est un peu gourmand, mais en général, les banques, moi j'en suis plutôt à l'écart, donc il me faut ceinture bretelle. Donc pas d'opportunité d'investissement à mon avis. Thales, on est dans la défense, 48 milliards d'euros de market cap, on est à 8% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Ça va augmenter puisque les budgets de défense sont en augmentation évidemment. Le marché est déjà allé trop loin sur la valorisation de ces boîtes hein, de défense. On est à 16 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 29 en PE, 18 en price to free cash flow. Bon, ça a un peu dégonflé par rapport au pic de la bulle de la défense là, mais c'est très cher en fait. Hein. Moi je pense que le marché est allé trop loin et Thales, ça se paye pas 16 fois, quoi. C'est beaucoup trop cher. On est à 12% de rendement des capitaux investis. La rentabilité est quand même bonne. C'est une boîte plutôt intensive en capital de mémoire, donc bon, c'est pas mal, mais bon. Et l'état au capital, il me semble, hein, dans Thales. Donc ça, bof. Hein. 0,5 fois les bidas en dette nette, 21% des fonds propres. La dette est maîtrisée. On est à 1,7% de rendement du dividende et 30% des free cash flow. Dividende sécurisé, il n'est pas très intéressant. Moi, Thales, non. Je trouve que c'est pas intéressant. Orange, on est dans l'opérateur télécom numéro 1 en France, 47 milliards d'euros de market cap. SFR va être vendu à la découpe. Donc on va passer de 4 à 3 opérateurs. Bon, peut-être que ça va changer les marges des autres, hein. Mais je pense qu'il y aura quand même toujours autant de concurrence. Donc peut-être que ça va un peu booster les marges à court terme, mais à moyen long terme, je pense que ça ne sera pas le cas, puisque finalement, le marché, 4 opérateurs, c'était beaucoup trop. Le marché est petit quand même. En fait, je pense qu'au niveau européen, il faudrait 5 opérateurs, et puis c'est tout. Hein. Pas besoin de plus. Donc en France, quand vous allez en avoir 3, c'est bien, mais ce ne sera pas suffisant pour que les marges soient boostées. Bon, voilà. On est en décroissance, en rythme annualisé sur 5 ans. Bon, pas top, mais après, c'est un marché qui est mature, on fait pas de croissance externe, donc c'est normal qu'on soit en décroissance. 7,5 en valeur d'entreprise sur EBITDA. Alors le PER est très très élevé parce que les bénéfices sont bas. Bon, c'est une industrie qui déprécie énormément, donc en fait le résultat net il est toujours grévé par des dépréciations colossales. C'est normal, mais en fait il faut plutôt regarder un price to free cash flow. Hein. Pour cette boîte, on a 14, c'est pas très cher. Et on est sur des rentabilités qui sont misérable, 3,6% de rendement des capitaux investis, c'est pas top. Maintenant, c'est bien sûr très impacté par les dépréciations. Hein. Au numérateur du rendement des capitaux investis, on va remettre la formule, comme ça on la revoit un petit peu. Donc, rendement des capitaux investis, c'est résultat d'exploitation, moins l'impôt sur les sociétés. Dans le résultat d'exploitation, il y a évidemment les dépréciations et amortissements. Au dénominateur, je vous le mets, c'est actifs immobilisés plus besoin en fonds de roulement. Donc là, en fait, ce qui pénalise ce ROIC, c'est le résultat d'exploitation qui est très bas. On voit, hein, le résultat net, il est bas, et en fait, c'est parce que le résultat d'exploitation est très bas, et parce que dans le résultat d'exploitation, on a passé des normes de dépréciation, ce qui est classique pour les télécoms. Donc, ça vous donne un rendement des capitaux investis qui est très bas. Mais ça, en fait, ça sous-estime complètement la rentabilité parce que on génère beaucoup de cash. Vous voyez, hein, énorme différence entre le résultat net et les free cash flow. Donc, à mon avis, énorme différence entre le résultat d'exploitation et les cash flow opérationnels. Donc, là, on est sur une rentabilité qui est complètement sous-estimée. On est sur une dette qui est maîtrisée, hein, pour une télécom. On a 2,6 fois les bidas en dette nette, 100% des fonds propres. En fait, une télécom, elle peut aller jusqu'à 5 fois, hein, il n'y a pas de souci, puisque c'est hyper prévisible comme
comme business. Les parts de marché sont très stables, donc on peut s'endetter à des taux d'intérêt attractifs. 4,2% de rendement du dividende, 63% des free cash flow. Le rendement a bien baissé. En fait, le cours d'Orange s'est quand même redressé depuis quelques années, alors qu'avant, on pouvait avoir du Orange à 6-7% de rendement du dividende, c'est plus le cas. Ça reste intéressant, je pense, à 4,2%, mais bon, voilà, il n'y a pas de gros potentiel non plus. Hein. C'est juste pour faire du dividende. Attention, il y a l'état au capital dans Orange. Ça, pour moi, c'est un critère de non-investissement, mais bon, chacun fait ce qu'il veut sur ce critère-là. Danone, on est dans les produits laitiers. 43 milliards d'euros de market cap, on est à 3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sous 5 ans. Ça, c'est de la croissance organique exclusivement. Il ne faut pas d'acquisition, quasiment pas. Donc, c'est, on va dire, la croissance du PIB, c'est pas trop mal. 11 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 24 en PE, 16 en price to free cash flow. J'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi est-ce que c'est aussi chèrement valorisé du Danone, alors que, bon, il n'y a pas de croissance, et la qualité est, correcte, mais sans plus, 7,5%. C'est pas top, rendement des capitaux investis. On est à 1,8 fois les bidas en dette nette, 50% des fonds propres. C'est maîtrisé comme endettement, 3,3% de rendement du dividende, 51% des free cash flow versés en dividende. En fait, il pourrait passer à 75%. Et là, ça deviendrait intéressant de faire du Danone, puisqu'on pourrait être à 4,5% de rendement du dividende, pourquoi pas. Et comme ça, ça donnerait de l'intérêt à ce titre, parce qu'il n'y a pas de croissance, la rentabilité est bof. Donc, pas hyper intéressant comme dossier. Ensuite, on est sur le Legrand, donc on est dans l'électrification de l'économie, on est sur l'équipement électrique, production de... Alors, je pense qu'ils bossent aussi sur le thème data center et compagnie. Comparé à Schneider, je pense qu'ils ont à peu près les mêmes activités en réalité. 40 milliards d'euros de market cap, 9% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sous 5 ans. Le marché paye ça déjà très cher. 21 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 32 en PE, 29 en price sur cash flow. C'est pas donné du tout. On a 10% de rendement des capitaux investis, ça c'est pas mal comme rentabilité. 1,9 fois les bidas en dette nette, 58% des fonds propres. La dette c'est maîtrisé, ça monte à mon avis quand ils font des acquisitions, ils doivent faire de la croissance externe aussi pas mal. 1,6% de rendement du dividende et 43% des free cash flow. Je sais pas qu'ils sont radins, mais c'est que le prix de l'action est élevé, donc votre dividende, il est pas très généreux. Voilà. Mais sinon, 43% de payout ratio, ça me choque pas. Bon, je vois pas d'opportunité sur le grand, c'est très cher. Et enfin, ArcelorMittal. On est dans la sidérurgie, ils sont verticalement intégrés. C'est un secteur qui est sinistré depuis 3 ans, mais Arcelor, en fait, sur la période, a doublé. Parce qu'en fait, ils sont très très bien gérés, sans problème. On attend, en fait, moi j'ai du Jacques et Métal, donc dans ce secteur-là aussi, qui est dans le large secteur de l'acier. Eh bien, le climat de l'acier en Europe, c'est pas terrible, toujours pas terrible. Il y a pas de... Moi, je pensais qu'il allait avoir une reprise industrielle sur fin 2026. Bon, avec la guerre en Iran, ça va un peu repousser ça, peut-être sur début 2027. Donc, pour l'instant, on voit toujours pas de tension sur le prix de l'acier. Donc, il n'y a pas vraiment de reprise. Les PMI, donc les indicateurs avancés manufacturiers, ils sont contrastés. En fait, on était sur une reprise à ce début d'année, puis là, hop, ça replonge un petit peu. Donc, il faudra suivre ça. Mais bon, en attendant, ça reste pas très cher. Donc, on a 38 milliards d'euros de market cap. 3% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, c'est une croissance qui est hyper cyclique, qui est pas très élevée. 10 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, 14 en PE, 96 en price to free cash flow. C'est pas donné. Et on a une décote sur actifs tangibles. Bon. Donc ça, c'est à mon avis surtout que l'EBITDA est relativement bas actuellement à cause du bas de cycle. On a toujours la décote sur actifs tangibles. Mais il y a 1 an et demi, 2 ans, on avait 50% de décote sur actifs tangibles. Donc là, je pense que le timing est un peu mauvais maintenant sur Arcelor. On voit qu'on est en bas de cycle sur ce rendement des capitaux investis qui est à 2,2%, donc très faible. 1,7 fois les bidas en dette nette, 15% des fonds propres. Bon, ça reste maîtrisé. Voilà, le levier ici a l'air un peu élevé, mais c'est typiquement parce que les bidas étaient en bas de cycle. On est à 0,9% de rendement du dividende, sans aucun intérêt de verser un dividende comme ça, mais bon, ils le font pour prouver qu'ils ont quand même la trésor pour le faire, pourquoi pas. Et ça fait 90% des free cash flow, pas très intéressant. Bon, Arcelor, il y a beaucoup moins d'opportunités d'investissement qu'il y a quelques trimestres, même semestres. Donc plutôt à l'écart maintenant. Allez, en fonction des profils, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a une valeur de croissance qui me semble intéressante, c'est Airbus. On peut la faire. C'est pas mal, je trouve. Croissance sous-valorisée à mon avis. Attention, il y a l'état au capital. Si on veut faire du dividende, on peut faire du AXA. On peut faire aussi du Crédit Agricole. Ça me semble pas mal, même si la qualité pourrait être meilleure quand même sur Crédit Agricole au niveau du rendement des fonds propres. Et on peut faire du Orange, pourquoi pas, pour le dividende également. Et c'est à peu près tout. Allez, si on met à la limite, si on tord un peu les métriques en value, on peut se mettre Vinci. Vu qu'on est presque à cette fois la valeur d'entreprise sur EBITDA,
Allez, 26, ça peut se regarder. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.